Vous aussi, vous êtes soucieux de transmettre votre culture d'origine à vos proches, mais vous ne savez pas par où commencer. À travers les différents épisodes du podcast Racines bavardes, conseils et témoignages inspirants, nous ferons progresser sur le sujet. Bonjour à tout le monde, bienvenue sur l'épisode numéro 9 du podcast Racines bavardes. J'accueille aujourd'hui une invitée qui vient d'une région de France qui s'appelle la Bretagne. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Oui, bonjour, je suis Myriam Guilvic. Là, je suis maîtresse de conférence à l'université Rennes 2 dans le département de Breton et Celtique. Et je dépends du laboratoire de recherche Celtic BLM. Entendu, merci beaucoup. Donc, vous êtes maître de conférence pour une langue en particulier ? Oui, pour le breton. Pour le breton, d'accord. Donc là, le breton, langue régionale, vous avez cette langue que vous enseignez. Comment vous êtes entré en contact avec cette langue ? Comment je suis rentrée en contact avec cette langue ? C'est déjà la langue maternelle de ma mère. C'est une langue que j'ai entendue tout le temps puisque mes grands-mères la parlaient régulièrement. Et puis moi, je l'ai apprise, j'ai commencé à l'apprendre quand je suis rentrée au lycée. D'accord. Donc, quand vous dites que vos grands-mères le parlaient, quand elles s'exprimaient devant vous, elles le parlaient ou elles vous parlaient en breton ? Non, elle le parlait avec d'autres gens à côté de nous, mais elle ne nous parlait pas en breton. D'accord. Et du coup, donc ça, c'est par rapport à vos grands-mères. Et puis, par rapport à votre mère, alors, comment s'est fait le lien avec cette langue entre votre mère et vous ? Alors, compliqué. Ah oui. Parce que ma mère, en fait, comme beaucoup de jeunes gens, enfin d'enfants de cette génération, elle était née en 1940. Elle a eu à subir des moqueries à l'école parce que elle avait des tournures en français en fait qui venaient du breton, et elle a très très mal vécu ces moqueries, donc elle a complètement rejeté cette langue. Donc me la réapproprier a été un combat, si vous voulez. Ah oui, mais ça veut dire que donc pour elle c'était difficile. Donc alors à la fois c'était difficile, mais vous l'a transmise. Qu'est-ce qui a été le déclic alors ? C'est vous qui avez réclamé ? Non, elle ne me l'a pas transmise du tout. Hein. Elle n'a pas voulu me la transmettre. Non. Moi, je la suis appropriée, mais c'est une volonté de ma part. Hein. C'était contre son avis. Ah oui, d'accord. Donc c'est vrai que c'est une force de votre part, parce que si elle rejette cette langue et que l'enfant que vous étiez à l'époque souhaite aller vers cette langue-là, c'est que vraiment vous êtes accroché. Il y avait une grosse volonté de votre part. Oui. Alors après, honnêtement, je ne peux pas vous dire d'où c'est venu. Alors, on n'était pas coupé du milieu de la culture bretonne du tout, hein, parce que quand j'étais petite, en fait, mes parents, mon père était le président du cercle celtique de la commune où on était, donc moi j'ai dansé très tôt, donc on était liés à ce milieu culturel-là, mais pas par la langue en fait. Ah oui. Plutôt par la musique et la danse, comme beaucoup de Bretons d'ailleurs. Hein. D'accord, par la musique et par la danse. Mm-hmm. Donc ça veut dire qu'avec du côté du papa, en tout cas, il y a eu ce lien avec la culture celtique. Ça veut dire que votre père est d'origine aussi bretonne ? Mes deux parents viennent de la même commune. Ah oui. D'accord. Alors. Mais par contre, mon père ne parlait pas breton du tout. D'accord, entendu. Alors. Et les cercles celtiques, c'était quelque chose de répandu à l'époque dans votre ville ? En fait, moi, j'habitais une toute petite commune. Hein, il y avait 2000 habitants. Mais il y avait un cercle, mais c'était fréquent. Il y avait beaucoup de cercles. Il y en a toujours beaucoup d'ailleurs. Hein, donc c'était ce qu'on appelle le cercle celtique. C'est un groupe de
un groupe de danse en fait. D'accord. Très bien. Et qui a des musiciens, qui sont attachés à ce groupe pour faire danser, qui se produisent alors soit sous forme de spectacle. Maintenant, il y a dans certains cercles, maintenant, on a des niveaux de danse en fait qui sont très élevés, enfin, qui sont quasi professionnels. Et puis à côté de ça, il y a ce qu'on appelle des groupes de danse loisirs, quoi, pour le plaisir de la danse. D'accord. Et vous, le fait de vous rendre dans le cercle celtique, est-ce que vous savez comment ça s'est fait? Est-ce que c'est vous qui avez réclamé? Ou est-ce que c'est votre père qui, naturellement, vous a emmené? Je pense que c'est mes parents tous les deux. Ce sont mes parents tous les deux. Mon père était président du cercle celtique, donc du coup, ça a paru tout à fait normal qu'on y aille aussi, ma sœur et moi. Ça a été... J'étais toute petite. Honnêtement, je dois vraiment vous dire, parce que je devais avoir 6-7 ans peut-être. Ouais, d'accord. Donc je ne me souviens pas de comment... Bah oui. Ce qui s'est pas... Je ne sais pas quelle est leur démarche pour nous amener là, mais bon, ça paraît très naturel. D'accord. Côté langue, revenons vers le côté langue. Vous avez dit que donc il y a eu le rejet de la langue de votre maman. À l'école, c'était compliqué. Donc du coup, la transmission ne s'est pas faite de la maman vers vous. Vous avez dit que vous avez eu envie d'aller vers cette langue. Est-ce que vous vous souvenez à quelle période de votre vie c'était à peu près? Ça a été clair quand je suis rentrée au lycée, en fait. Donc j'avais 14 ans. Et là, c'était évident pour moi que je prendrais les cours de breton. Donc je pense que ce goût-là, cette envie-là, elle a dû naître, je sais pas, je devais avoir 12-13 ans, je présume. D'accord. Donc, peut-être avant. En question, vous aviez, c'était une langue qui était proposée à l'enseignement. Oui, elle était proposée en option à raison d'1 heure par semaine. D'accord. Donc ça, est-ce que c'est typique des établissements qui sont dans ce secteur de la France, de la Bretagne, ou est-ce qu'on peut retrouver un peu partout ces langues régionales enseignées au lycée? Maintenant, c'est plus compliqué. C'est pas plus compliqué, c'est plus varié. En fait, à l'époque, quand moi j'étais au lycée, on n'avait que la possibilité de faire comme une option. Maintenant, vous avez le choix. On peut scolariser un enfant en breton en fait dès la maternelle, ce qui n'était pas possible quand moi j'étais enfant. Et maintenant ils ont en fait un enseignement à parité horaire dans les écoles publiques ou privées. Et autrement, on peut scolariser ses enfants dans la filière Diwan, où là, la majorité de l'enseignement se fait en breton. D'accord. Et en fait, ces filières bilingues, elles vont continuer jusqu'au lycée. Ah, et donc c'est vraiment bilingue. Donc l'enseignement est dispensé dans la langue bretonne. Et donc ça, on peut retrouver ça, j'imagine, dans les écoles plutôt secteur Bretagne, du coup. On ne peut pas enseigner une langue régionale dans une école qui n'est pas située dans la langue sur le territoire où elle est parlée. D'accord, je comprends. Entendu. Et donc, ça veut dire que là, quand vous avez fait cette démarche de prendre l'option, comment vous l'avez vécu? Parce que est-ce que vous étiez une majorité d'élèves à faire ce choix, ou est-ce que vous étiez plutôt une minorité à faire ce choix de langue en option? On était une minorité. Pour autant que je me souvienne, on devait être 8 en cours, je crois. D'accord. Sur un établissement de 2000 lycéens. Donc, c'est vraiment la minorité, quoi. Et le regard des autres vis-à-vis de votre choix, est-ce que vous en souvenez? Non. Ça veut dire que non. Ça veut dire qu'il ne devait pas y avoir quelque chose de négatif, sinon je pense que je m'en serais souvenu. Bien sûr. Est-ce que vous vous souvenez justement de ces premières heures de cours? Est-ce que, je ne sais pas ce que vous êtes dit, est-ce que ça vous a rapproché de votre famille, votre maman, vos grands-parents? Comment vous avez vécu ces premières heures d'enseignement? En gros, c'était les premières fois que vous alliez apprendre certains mots, j'imagine. Oui.
c'est en fait ça m'a rapproché de mes grands-parents, ça m'a rapproché surtout de ma grand-mère paternelle et elle avait un ami et de son ami, et en fait ça m'a orientée à ce moment-là vers le chant. D'accord, donc ça veut dire que vous avez intégré une chorale suite à ce début de cours de breton? Ah non, pas du tout une chorale, non. En fait, moi, j'ai commencé du coup à chanter avec l'ami de ma grand-mère, que je dis mon grand-père hein, parce que c'est plus simple. En fait, moi, je passais quand les jeunes gens de mon âge allaient en boîte de nuit, ben moi, je passais le week-end chez mes grands-parents. En fait. Et j'apprenais, ils m'apprenaient à chanter. Et puis à l'âge de 18 ans, 19 ans à peu près, j'ai commencé à chanter un peu plus souvent. J'ai trouvé des bandes de copains avec qui chanter. Et puis ensuite, j'ai chanté avec une commère, comme on dit, en festenoz, c'est-à-dire en chant traditionnel, à deux. D'accord, chant à deux. Donc c'était dans le loisir ou ça a été un bout d'activité professionnelle? Ça n'a pas été une activité professionnelle, non. Ça a été à une période, c'était un système, on pourrait dire un peu semi-pro, mais j'ai toujours eu une autre activité professionnelle à côté. D'accord. Donc là, festenoz, parce que moi je suis pas de Bretagne, ça veut dire quoi exactement? Même si j'imagine festival, peut-être, je sais pas. Fest, c'est la fête, noz, c'est la nuit, donc c'est la fête de nuit. Ah, d'accord. Donc à ces moments-là, vous chantiez des chants bretons sur ces moments. Pour faire danser les gens, oui. D'accord. Donc quand vous dites en semi-pro, ça veut dire que vous aviez des dates qui étaient programmées à l'avance et pour lesquelles vous étiez rémunéré en partie. Voilà, parce que j'ai eu une période en fait où j'avais un spectacle avec un conteur aussi. Donc c'est dans cette période-là, la période avec le spectacle. Donc c'était un conteur, une sorte de tournée avec des dates bien identifiées. D'accord. Ouais. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Hein. La plupart du temps de temps où j'ai chanté, c'était en amateur. D'accord. Et quand vous chantiez, comment ça a été accueilli par les personnes qui vous écoutaient? Est-ce que c'était plutôt un public qui était familiarisé, sensibilisé à la langue bretonne, ou c'était un peu tout type de public qui n'était pas spécialement venu pour écouter du breton? C'est un public qui est familiarisé parce que le festenoz c'est une institution chez nous, donc en fait les gens ils viennent pour danser. D'accord. Donc quand on chante en fait on est là sur scène pour les faire danser. Donc eux ils savent où ils mettent les pieds quoi. Ils savent très bien pourquoi ils viennent. Voilà, c'est arrivé quelquefois qu'il y ait des festenoz par exemple d'été, ou alors là on va avoir des touristes qui viennent et qui découvrent quoi. Mais c'était quand même la minorité des occasions. Hein. Entendu. Et justement par rapport aux touristes, alors j'imagine il y a plusieurs types de touristes, hein, des touristes français mais d'autres régions, des touristes étrangers. Je pense que quand même c'est une spécificité de la région d'avoir cette langue régionale. C'est pas donné à toutes les régions et encore moins à tous les pays, mais comment c'était perçu, qu'est-ce qui était perçu de cette langue et puis globalement de la culture? Est-ce que vous arriviez à... Alors, honnêtement, je ne peux pas vous répondre parce qu'ils ne venaient pas nous voir à la fin de la prestation. Donc, ouais, je ne sais pas. Je pense que c'est un côté un peu exotique, sans doute. Ouais. Donc là, on était sur la période du lycée, pour le côté où vous avez pris cette option en enseignement. Et quelle a été la suite? Alors, une fois que vous avez commencé à apprendre le breton, est-ce que ça a commencé à cheminer dans votre tête et comment ça a cheminé et où ça a abouti? Ça a été un chemin plus... Enfin, c'est pas du tout linéaire. Après le lycée, j'ai continué à chanter, mais je n'ai pas continué à étudier la langue vraiment, si ce n'est à travers le chant, bien sûr.
Et c'est seulement quand mon fils est entré, elle a eu l'âge de l'école maternelle et qu'on a décidé de le mettre en école bilingue, que là j'ai repris les cours du soir. Et puis ensuite j'ai repris mes études. Entre-temps, j'avais fait des études de droit d'abord. Et donc j'ai pris des études de breton, j'ai fait une licence, j'ai fait une maîtrise. Et puis voilà. Donc ça veut dire que vous étiez plutôt destiné à faire du droit. Le petit. Ouais, j'ai travaillé 17 ans de ma vie dans la fonction publique territoriale, donc qui n'avait rien à voir avec le breton. Ah oui. Ah ouais, c'est seulement au bout d'un moment après que j'ai décidé de passer le CAPES de breton. D'accord. Et pour passer le CAPES, donc là vous dites que vous avez repris les études avant de passer le concours, c'est ça? Et cette reprise d'études, parce que vous avez eu une interruption, même si comme vous le dites, à travers le chant, vous avez continué à entretenir quelque part la langue. Comment ça s'est passé cette reprise d'études après cette interruption de l'option que vous aviez eue au lycée? J'ai eu le sentiment que, en fait, ces études, elles m'avaient pas appris grand-chose, mais elles avaient rangé tout ce que je savais. C'est-à-dire Parce qu'à partir de 14 ans, quand je suis rentrée au lycée, en fait, je lisais beaucoup. J'ai toujours beaucoup lu et je lisais à peu près un ouvrage par semaine sur la culture bretonne. De manière générale, l'histoire, la géographie, la langue, enfin n'importe quoi, tout ce qui me tombait sous la main. En fait. Et donc j'avais appris pas mal de choses, mais qui étaient tout en désordre en fait. Et ça a structuré ce que je savais. D'accord. Finalement. Donc ça a structuré ce que vous saviez et le fait de reprendre les études avant de passer le CAPES, ça vous a permis peut-être de vous sentir vraiment prête pour enseigner la langue, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, moi, à l'époque, je dirigeais la maison de la nature, une maison de la nature, donc c'est un centre d'éducation à l'environnement. Et puis j'ai eu l'occasion. Alors, je faisais déjà des animations auprès des enfants bretons. J'avais déjà mis un pied par ce biais-là dans l'éducation en breton. Et donc, du coup, quand j'ai passé le concours, finalement, c'était une espèce de continuité d'une certaine manière. D'accord. Ouais, c'est intéressant le lien que vous faites avec l'éducation à la nature, peut-être en support d'une langue, la langue bretonne, en fait. C'est ça que vous dites? Oui, c'est ça. Très bien. Donc, ça veut dire que c'était toujours dans le même secteur géographique. Vous êtes resté au même endroit et vous avez continué sur différents sujets, en fait, différents supports, mais avec cette langue en fil conducteur. D'accord. Voilà. Et quand vous avez passé le CAPES, parce que j'arrive pas à imaginer comment ça se passe, est-ce que il y avait de la demande, est-ce qu'on recherchait des enseignants de la langue bretonne, ou est-ce que c'est vous qui avez proposé d'enseigner cette langue et du coup on a ouvert un poste? Je ne sais pas comment ça peut se passer. Ah non, en fait, il y a des postes qui sont ouverts. Et donc c'est un concours pour le CAPES de breton, c'est un CAPES bicéphale et on a 2 matières. Donc moi j'avais breton et anglais, mais mes collègues pouvaient avoir breton et maths, breton et français ou breton et histoire géo. Donc on est obligé en fait de passer 2 CAPES si vous voulez. Et donc une fois qu'on est reçu, on est affecté. On est affecté dans un établissement scolaire. D'accord. Donc là, quel a été... On ne le choisit pas. Pardon? On ne le choisit pas. Voilà, d'accord. Très bien. Donc, comme au même titre que les autres matières qu'un autre enseignant aurait passé en concours. Ok. Ouais. Et là, donc, ça veut dire que vous avez passé toutes ces étapes, vous arrivez au CAPES, vous l'obtenez, vous êtes affecté dans un établissement. Comment vous vous êtes senti? Parce que c'est quand même un sacré parcours. Déjà, quand on regarde, on revient au tout début de votre enfance où il n'y a pas cette transmission de la langue de la part des parents, que vous vous débrouillez par vos propres moyens, et en l'occurrence au lycée, pour récupérer l'option breton. Et après tout ce cheminement où on interrompt la langue et puis après on y revient, on passe le CAPES.
une fois que vous êtes en poste et que vous enseignez la langue, les premières fois que vous enseignez la langue aux étudiants, même si, comme vous le disiez tout à l'heure, le fait de l'avoir fait avec des enfants dans le cadre de cet établissement autour de la nature, comment vous vous sentez sur cette nouvelle expérience? Je me sens assez à l'aise en fait. J'ai devant moi des adolescents et tout. Ils sont la première année, on a moins d'heures de cours. On avait moins d'heures de cours parce qu'on avait de la formation continue en plus. Et donc là, moi, je me retrouve avec des classes de 4e, 3e. Donc ce sont des jeunes adolescents. C'est plutôt l'âge qui me plaît. Ouais. Et donc, oui, en fait, c'était à peu près l'âge qu'avaient mes enfants aussi. Donc, c'était quelque part, c'était une continuité de la maison. J'ai pas trouvé ça difficile du tout, en fait. D'accord. Et est-ce qu'à travers les étudiants qui étaient en face de vous, enfin, je dis les étudiants, les collégiens qui étaient en face de vous, est-ce que vous vous êtes reconnus en eux quand vous leur avez transmis les premiers mots, les premières heures là d'enseignement de la langue bretonne? Comment vous avez perçu les élèves en face? Ah non, pas du tout, parce qu'en fait, ces enfants-là, moi, j'étais dans l'enseignement bilingue. C'était des jeunes gens qui avaient été scolarisés en breton dès la maternelle. Ah oui, donc c'était vraiment la continuité. Pour eux, c'était naturel en quelque sorte. Voilà. Ouais. Oh, ouais, donc je pouvais pas me retrouver dans la manière dont ils étaient, quoi. Ouais, d'accord. Et comment, du coup, vous, dans quelle mesure ça vous a enrichi votre parcours d'être face à des élèves qui avaient connu le breton depuis le plus jeune âge, en fait? C'est difficile de répondre. En fait, moi, je pense que je me suis enrichie plutôt par le fait, en fait, on apprend beaucoup quand on enseigne. En fait, le meilleur moyen d'apprendre, finalement, c'est d'enseigner. Donc, je pense que j'ai progressé. Mais par le fait d'enseigner plutôt que par le fait de les fréquenter. D'accord. C'est très intéressant ce que vous dites, ça me parle beaucoup. Moi, je suis un peu dans l'enseignement aussi et dans la formation. Et c'est vrai qu'il y a certaines thématiques, quand je vois que, en fonction des saisons, je vais aborder plus telle ou telle thématique. Et quand je les mets de côté pour justement aller vers une thématique qui est plus de saison, eh bien, effectivement, je sens que je perds un petit peu les contenus. Et par contre, après, quand on s'y replonge, ça revient facilement. Mais effectivement, le fait d'être dans la transmission, dans l'enseignement, ça permet de maintenir un niveau de connaissance et voire même de l'enrichir du coup, puisque pour le vulgariser et le mettre, pour le rendre compréhensible face aux élèves, il faut apprendre, il faut décortiquer pour après que ce soit plus accessible. Donc ça me parle beaucoup ce que vous dites, vraiment. Et puis je me demandais aussi, donc vous parliez de vous avec vos parents, est-ce que vous avez des frères et sœurs? J'ai une sœur. D'accord. Et qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à sa démarche, par rapport à la vôtre, sur la rencontre et la volonté d'aller vers cette langue d'origine? Comment ça s'est passé pour elle, même si voilà, vous n'êtes pas elle évidemment, mais de ce que vous savez, comment vous avez perçu sa démarche à elle? Elle n'a pas du tout eu cette curiosité-là. D'accord. Donc, elle s'est pas appropriée la langue du tout, non. D'accord. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, elle ne parle pas du tout le breton? Non. D'accord. Donc elle a pas. Par contre, elle a continué de manière non linéaire aussi, comme moi, mais à le lien avec la danse. D'accord. Donc c'était sa façon à elle de garder le lien avec la culture d'origine, peut-être. C'est ça. Ok. Et puis, vous disiez tout à l'heure, vous parliez de votre fils. Vous avez donc un enfant? Non, j'en ai deux. Vous en avez deux. Et comment vous pouvez qualifier la façon dont vous avez transmis votre culture d'origine, donc la bretonne? Comment vous avez transmis à vos enfants? Est-ce que c'est à travers la langue? Est-ce que c'est à travers le chant? Un peu tout? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Ils ont été scolarisés en école bilingue jusqu'au collège. Au collège, ensuite, ils ont été scolarisés au collège d'Iwan. Mon fils, après, a été au lycée d'Iwan. Donc,
ils ont été scolarisés dès tout petits en breton, en fait. Par contre, ma fille vit en Nouvelle-Zélande depuis 9 ans maintenant, donc elle n'a pas vraiment l'occasion de pratiquer. Si les Bretons, on les retrouve peut-être un peu partout, là, ça fait... c'est compliqué. Voilà, oui. Et puis, par contre, mon fils, lui, on pratique régulièrement, passe d'une langue à l'autre en toute aisance. D'accord. Depuis tout à l'heure, on parle de la langue bretonne, mais j'en ai jamais entendu un seul mot. Enfin, je dis ça, mais en fait, oui, parce que finalement, il y a des mots bretons qui se retrouvent dans la langue française et on ne s'en rend pas compte. Mais est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les mots qu'on retrouve, les mots un peu bretons communs, qu'on retrouve, mais dans le langage courant de la langue française ? Oui, un goéland. D'accord. Si vous voyez des goélands dans le ciel, alors, si vous voyez les goélands dans la mer, bon bah là vous êtes sur 2 mots bretons, mais le mot bijou vient aussi du mot breton. Parce que bise, c'est le doigt en breton, donc bisou c'est l'anneau qu'on porte au doigt. Ah ouais, d'accord. Le mot balai vient du breton aussi. Ça vient du breton balan, qui veut dire le genêt. D'accord. Puisqu'on faisait les balais en genêt autrefois. Très bien. Voilà quelques exemples. Ah oui, c'est super. Je savais pas tout ça. Mais du coup, l'histoire de la langue, même si voilà, on va pas partir sur un cours d'histoire, bien sûr, mais comment ça s'est construit? J'aurais presque dû poser la question au début, mais les origines de la langue bretonne, comment c'est venu? Alors, les origines, je vous le fais rapidement. On a l'indo-européen. L'indo-européen va se diviser en plusieurs branches. Une branche qui va être celle qu'on appelle le proto-celtique. Le proto-celtique va se diviser en plusieurs branches, dont notamment le brittonique et le gaélique. Notamment, parce qu'il y en a d'autres, et la branche brittonique va se séparer en 3 langues, le breton, le cornique et le gallois. Et donc cette séparation, elle se passe au Moyen-Âge à peu près. D'accord. Donc en fait le breton, ce qu'on appelle la forme la plus ancienne du breton, qu'on appelle le vieux breton, c'est à peu près vers le 5e siècle. Vers le 5e siècle, très bien. Et donc là, on a entendu donc, les origines de la langue bretonne, on a entendu quelques mots que l'on retrouve dans la langue française. Est-ce que c'est possible pour vous de nous dire une phrase en français? Je m'appelle Myriam, en breton, pardon. Myriam, Misula, Wenamant de Vouti, Ikomsgenar, avec Gruisienne, Barbotouré. Waouh, ça a l'air super complexe. Donc, je suis Myriam et je suis heureuse d'être avec vous à parler pour Racine Bavarde. Waouh, je suis trop contente, c'est trop beau. Merci. Alors, est-ce que vous vouliez ajouter autre chose sur votre transmission de votre culture d'origine, sur, je sais pas, à travers des conseils à donner aux auditeurs qui voudraient eux aussi transmettre la culture d'origine à leurs enfants? Est-ce que vous voulez dire un petit dernier mot, quelques derniers mots pour la fin? Je sais pas, moi j'aurais pas de conseils à donner aux gens, parce que chacun a sa vie avec ses choix, ses écueils, en fait, je pense que ce qui est important, si on peut transmettre la langue, alors c'est super. Mais si on ne peut pas, parce qu'on nous l'a pas transmise, peut-être qu'il faut essayer de donner à ses enfants la possibilité de se l'approprier. Maintenant, presque toutes les langues offrent des enseignements bilingues et optionnels.
Donc qu'on soit basque, occitan, catalan, alsacien, et d'autres, on a toujours la possibilité. Puis sinon, il y a aussi une chose que les gens, je pense, négligent, c'est qu'on apprend très bien une langue même quand on est adulte. C'est très bien de le rappeler ici. Et que à peu près pour maîtriser une langue en travaillant régulièrement, il faut à peu près 3 ans. Donc c'est pas énorme. Hein. Non, c'est vrai. C'est rien du tout. Et ça vaut le coup. Oui. En fait, ce qui est intéressant, en fait, c'est parce que on se rend compte que ce qu'on pense être universel ne l'est pas, en fait. Alors attendez, expliquez-nous là. Eh bien, par exemple, vous pensez, parce que vous avez été élevé en français, vous pensez que il est naturel de séparer le vert du bleu. D'accord. Alors, ce sont 2 catégories de couleurs. Or, il y a plein de langues dans le monde, et le breton fait partie, qui ne séparent pas le bleu du vert, en fait. Donc, c'est-à-dire que dans le mot, il y a un mot qui veut dire vert et bleu à la fois, alors, c'est ça? C'est ça. Ah, c'est ouais, ça. D'accord. C'est-à-dire que c'est conçu comme un continuum, si vous voulez. C'est super intéressant. Comme quoi, à travers une langue, on a une vision des choses, en fait. C'est ça. C'est ça. Vous avez, en fait, tout d'un coup, vous rendez compte que ce que vous pensez être évident, c'est évident que c'est comme ça. Et bien, vous vous rendez compte qu'en apprenant une autre langue, c'est pas évident, en fait. C'est une construction culturelle. Mais oui. Ouais, et c'est ça qui est intéressant. Ah, je suis fan. C'est super. C'est un très beau mot de la fin, d'aller vers l'apprentissage d'une langue, même si on est adulte. C'est tout à fait possible, effectivement. Fournir un petit peu d'effort, mais surtout l'envie, l'intérêt, et ça peut être que enrichissant en fin de compte, hein, vu que voilà, une langue est égale à une autre vision des choses. Ça vaut le coup d'aller s'ouvrir l'esprit et aller vers le monde, quoi. Super. C'est ça, exactement. Ce qui est important dans cet épisode, c'est qu'on sort des habitudes de Racine Bavarde. À la fois, Racine Bavarde s'est montée à travers un jeu de cartes mémo à partir de la langue de mes parents, qui est le mandjak, une langue qui est parlée en Guinée-Bissau. Et avec l'ouverture que mes parents m'ont apportée, je tenais absolument à ce que ces épisodes de podcast soient adressés à la culture de façon générale, à la culture d'origine, et pas seulement la culture de Guinée-Bissau, pas seulement la culture africaine, mais la culture tout court, parce qu'on a chacun une culture, elles sont toutes riches, chacune à leur façon. Et je suis allée vers vous parce que les langues régionales, ça me parle énormément. C'est vraiment l'équivalent de ma langue, en fin de compte, d'origine. Et je trouvais ça intéressant de sortir des habitudes et d'aller s'ouvrir pour regarder les langues régionales qui composent la France. Donc vraiment, merci beaucoup de nous avoir apporté ce regard. Et puis j'espère que cet épisode aura plu aussi aux auditeurs. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup d'avoir partagé ce temps-là avec vous. Merci beaucoup à vous. Kenavo. Ah, donc là, vous avez parlé en breton, là? Oui. Ah, donc redites pour voir. Kenavo. Kenavo, donc ça veut dire au revoir, d'accord. Au revoir. Waouh, c'est incroyable parce que... Enfin, ça veut littéralement dire jusqu'à ce que soit. Ah ouais, d'accord. Donc jusqu'à ce que soit une nouvelle façon. Ah ouais, non mais c'est génial parce que là, quand on entend, finalement, j'ai toujours cru que le breton, c'était comme du français, un peu comme le créole, vous voyez? Un peu comme le créole. Ah oui. J'ai toujours cru ça, mais sans en entendre des mots. Et là, les phrases que vous donnez, j'ai vraiment l'impression que c'est une langue à part entière. Enfin, je pense que c'est pas qu'une impression. Ah oui, ça n'a rien à voir. En fait, c'est pas du tout une langue latine. Voilà, c'est ça. Non, c'est une langue de la branche celtique, donc c'est pas du tout une langue latine, non. Waouh. Non, ça n'a rien à voir. Ah ouais, c'est super. Et du coup, vous avez fait des voyages dans des pays où il y a des langues celtiques qui sont parlées? Oui, au Pays de Galles, par exemple. D'accord. Et alors, Pays de Galles, des proximités de la langue entre la langue qui est parlée dans le Pays de Galles et le breton, est-ce que vous avez senti des grosses similitudes? Alors oui, à l'oral pas tellement, c'est difficile, mais à l'écrit oui, c'est très facile de faire des liens. Waouh.
Ouais, ça devait être impressionnant. Oui. Très bien. Bon, j'arrête les questions parce que c'est tellement passionnant que je pourrais vous poser encore d'autres questions. Mais déjà, merci pour le temps que vous m'avez accordé. Je suis vraiment touchée, ravie, tout. On a des cours à l'université, on a des cours pour des débutants. D'accord. Donc, et puis, on peut faire une licence de breton par correspondance aussi. Ah, super. Eh ben, dans ce cas-là, je mettrai le lien. Ah, super. Une bonne suite de journée à vous, Myriam, et puis on reste en contact pour tout ça. D'accord, très bien. À bientôt. Merci. Quel amour. Au revoir. Festa.